En avant! Match Numéro 35 dans un calendrier très dense, les amis, puisque une semaine à 3 matchs se profile pour les Guingampais. D'ailleurs, il n'y aura pas d'en avant-match la semaine prochaine parce que il y aura le match à Toulouse dont on va un petit peu parler dans cette émission. Mais d'abord, Gaëtan, bonjour, comment ça va? Eh ben ça va, très bien. Guingamp a retrouvé le top 5, alors forcément on a de l'appétit quoi. Ouais, et c'est bien parce que pendant au moins une semaine, on va pas avoir les commentaires de certains qui nous disent: «Oh, on a toujours raté le match pour le top 5 machin». Là, c'est bon. On y Pendant une est. semaine ça s'arrête, après on verra. Pendant une semaine, c'est bon. Réception du Paris FC, donc demain, un match alors, qui s'annonce excitant parce que c'est un concurrent direct au top 5. C'est vrai que c'est un adversaire qui paraît beaucoup mieux outillé qu'en avance sur le papier. D'autant plus qu'en avant est plombé par beaucoup d'absences. On va en parler tout de suite, Gaëtan. Par la suspension de Sissoko, par la blessure connue pour encore 3-4 semaines de Jacques Sioué, par la blessure d'Amin Emia, qui heureusement a l'air moins grave que prévu. Emia devrait revenir en entraînement en début de semaine prochaine. Et puis, il y a d'autres absents, hein, Vallier, Ndour, Planex. Mais surtout, là, c'était pas forcément prévu quand on a édité le plan de l'émission il y a quelques jours, Gaëtan. Mais là, ça y est, on a enfin des bonnes nouvelles, puisque Sagna est de retour à l'entraînement collectif. Alors, peut-être pas dans le groupe, mais on devrait avoir les retours de Piri et Grieb. Et là, on a un peu plus le sourire. Ouais, parce que ça va offrir un peu plus de possibilités. Ryan Grieb, il l'avait annoncé en Sylvain Ripoll que avant le match de Caen, qu'ils attendaient un retour jeudi là, de cette semaine. Donc ça, c'est bon. Donc oui, Guingamp va retrouver quelques forces vives quand même. Ça faisait quand même deux ailiers absents. À droite en plus, les deux, plus le latéral droit, Sissoko suspendu. Donc ça faisait un couloir qui était complètement à refaire, hein. En plus, Marronnier est Plus absent lui aussi. Marronnier, bien évidemment, Donc, bien évidemment. du coup, Mathis Rioux, qui a occupé le couloir droit l'autre jour en dépannage, s'est retrouvé avec sa brigade 12, un couloir droit totalement inédit en fait, hein, pour Guingamp. Donc voilà, il y a besoin de retrouver sur ce côté-là, sur des autres postes aussi évidemment, mais voilà, on sait que Guingamp a quand même perdu pas mal de force et pas mal de force offensive notamment, puisqu'il faut rajouter Siwe et Emia aussi à tout ça. Les deux meilleurs buteurs plus le meilleur passeur, ça fait beaucoup, plus des joueurs d'impact comme Sagna par exemple. Guingamp a besoin de retrouver ces éléments-là. C'est bien que ça revienne maintenant parce que il y a un enchaînement à nouveau semaine à 3 matchs qui arrivent. Alors, ils joueront pas forcément le Paris FC ou peut-être pas Toulouse, mais peut-être contre Ajaccio, ce sera un peu plus jouable. Donc c'est bien de retrouver à ce moment-là quand même quelques joueurs parce que ça va quand même s'enchaîner avec un enjeu important sur la coupe et puis avec quand même deux concurrents directs au top 5 sur les 3 prochains matchs de championnat. Oui, parce qu'il y aura Metz aussi mi-février pour le prochain match à Rodourou. Moi, c'est mon gros regret, c'est vrai. Alors, c'est tout à fait personnel, mais le match à Toulouse, il m'excitait parce que c'est la coupe, etc. Mais surtout parce que ça attisait une grande curiosité de pouvoir jauger les Sioué, les Emia, les Picard. Alors, on espère que Hugo Picard jouera à Toulouse. Moi, je voulais les voir s'étalonner contre une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 pour voir où ils en sont. On voit qu'en Ligue 2, c'est très, très intéressant. Mais le niveau au-dessus, sur un match, Ouais. j'étais excité de voir ça. Bon, on espère que ce sera pour le quart de finale, pour les Ouais, c'est absents. ça. Mais bon, déjà, ça sera un match bonus pour les Guingampais. On y viendra en fin d'émission sur Toulouse parce qu'on va vous proposer, chers amis auditrices et auditeurs, une archive d'un podcast que l'on avait fait. Gaëtan, tu étais là. C'était Époque Radio Bonheur avec Yves Deroff et Badar Hassen sur la fameuse demi-finale à Toulouse en 2009. Donc les blessés reviennent. Guingamp va retrouver plus de solutions au fil des semaines, plus de concurrence aussi. Notamment, on parlait la semaine dernière, il me semble, du milieu de terrain avec Piri, qui peut un peu plus peut-être concurrencer Sidibé et Louisère. Et peut-être que la montée en puissance de plus en plus de ce duo-là s'explique aussi parce qu'ils sentent que derrière, ça pousse un peu. Même si Tousgar, vous l'avez vu, est parti aussi en prêt à Concarneau pour avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et puis donc, la variété offensive
peut être décuplé du côté d'en avant, même si c'est vrai qu'il y a un homme, en l'occurrence Brighton Labo, qui a complètement endossé le costume de sauveur, en tout cas d'homme décisif en l'absence de Jacques Siwe. C'est exactement ce qu'on attendait de lui dans cette période-là. Il y a un homme qui nous étonne aussi, c'est Souaib Nahir. On voulait parler de lui dans cette émission, pas forcément pour sa petite bourde de l'autre jour qu'on a séquencée. On vous remet ça rapidement et après on parle des 98% de positifs de Souaib Nahir. Regardez. Picard avec Nahir pour Sidibé. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nahir dans le ballon récupéré par Najim. Et derrière la frappe, angle fermé totalement, il a perdu ses appuis. Qu'est-ce qu'il nous fait, Souaib Nahir, à vouloir relancer plein axe dans la surface alors qu'il y a 3 Canets au pressing? C'est surréaliste. En soi, c'est trop joueur. Des fois, voilà, il y a des risques, mais bon, ça va. Après, derrière, je me reprends bien. C'est moi qui l'a contre en corner, donc j'ai pas à faire ça. Mais au final, voilà, ça a été fait sans conséquence. Voilà, une erreur sans conséquence, on l'a vu, on a isolé ça ce week-end Gaëtan, mais surtout on voulait parler de Souaib Nahir aujourd'hui dans cette émission parce qu'on parle des progrès de Siwe, de Picard, de Sidibé et de bien d'autres, des révélations Emia, Sissoko qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Mais Souaib Nahir, c'est vrai qu'il partait 4e dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Et là, tu regardes les choix des dernières semaines, ben, il est 2e choix, ou premier choix en tout cas, avec Gomis. Moi, je pense qu'il va être très dur à bouger du 11 désormais. Alors, sauf blessure, évidemment, là, on peut pas le prévoir, mais sinon, je pense qu'il va être très dur à bouger du 11. Il a énormément progressé et très vite, parce qu'on se souvient que l'année dernière, il avait fait quelques bancs avec Guingamp, jamais entré en jeu, que ce soit en Coupe ou en Coupe de France ou en championnat. Et cette saison, dès la 2e journée, il s'est retrouvé titulaire avec Mathis Rioux à Laval. Je trouve qu'ils avaient fait un bon match déjà tous les deux sur cette rencontre-là. Alors, il y a eu quelques rencontres plus délicates, comme celle à Bastia par exemple, mais globalement, je trouve que c'est un garçon qui gagne beaucoup de duels, qui a une capacité à anticiper, à lire ce qui va se passer un peu aussi, notamment dans la profondeur. Je trouve, là où il est très fort, c'est quand il passe son corps devant l'adversaire, là, comme un vieux briscard sur une course, il arrive à... Vas-y. Je me permets de te couper parce qu'on a eu des retours d'un certain Alexandre Mendy qui, je peux vous dire, a bien été enquiquiné par Souaib Nahir. Il l'a en tête maintenant, ce défenseur qui avait bien gêné aussi au match aller, même si Mendy avait marqué, mais c'était différent parce que c'était sur coup de pied arrêté. Mendy, déjà, il aimait pas trop Gomis le Monnier, qui l'avait bien gêné l'année dernière. Là, il a vu Nahir arriver et compliqué aussi. Et c'est vrai que tu parlais de vieux briscards et je crois qu'on évoquait ça dans le débrief du match contre Rodez. Nahir, tu le regardes. Alors, il y a des sautes de concentration. C'est pour ça qu'on a isolé la pastille l'autre jour, parce qu'il y avait eu le penalty un peu bête à Lorient. Le carton rouge, c'est plus de la maladresse qu'une réelle erreur contre Amiens, alors qu'il faisait un super match. Et là, donc, cette étourderie sans conséquence à Caen, mais on a l'impression qu'il est à 150 matchs de Ligue 2, alors qu'il n'en est même pas à 20. Non, c'est ça, il est à 14 matchs, je crois, 12 en tant que titulaire. Et ouais, il a vraiment, il joue comme un garçon qui est installé depuis très longtemps. Donc, à la relance, je trouve que c'est quand même plutôt propre. Alors oui, des étourderies, mais il y en aura encore, certainement. Il a 22 ans, il faut le rappeler. Hein. Il a 22 ans, puis ça fait partie, même à 35 ans, il y a des étourderies chez les joueurs, voilà, ça en fait partie. Mais je trouve que c'est propre, quoi. Et c'est un joueur aussi qui, autant à Caen, justement, le jour, il ne le fait pas sur cette situation-là, mais régulièrement, même si Guingamp, voilà, le jeu c'est plutôt de relancer plutôt que de dégager, repartir propre, court de derrière, etc. De temps en temps, quand il est vraiment sous pression, il a la lucidité d'envoyer une sacoche un peu devant, de savoir faire respirer tout le monde, parce que des fois c'est bien de vouloir relancer proprement, etc. Mais si c'est fait un petit peu contre ce que demande le jeu, c'est là aussi que tu t'exposes parfois inutilement. Alors que lui, il a cette capacité de le faire, mais aussi la lucidité de ne pas le faire quand à l'opportunité, enfin quand le moment du match, la situation impose de faire notre choix. Et ça pour un joueur qui a même pas 15 matchs de Ligue 2, qui découvre ce niveau-là encore cette saison, c'est vraiment très très bien et c'est vraiment un joueur qui est en pleine progression. Franchement, moi je trouve que ça va être très difficile de le bouger maintenant de cette défense.
Un Sohaib Nahir bluffant qui a été évoqué après le match à Annecy par Donatien Gomis, son compère en charnière. Oui, avec Sohaib, même en dehors, on est très proches. Et puis Sohaib, tout le monde sait maintenant, c'est un excellent joueur, un excellent défenseur. Il a tout l'avenir devant lui. Et non, ça se passe très bien, on communique bien, il me parle, je lui parle. Ça se passe super bien en défense. Mais que ce soit lui ou les autres, franchement, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors, donc c'est facile de jouer avec eux. Et oui, c'est vrai que je crois qu'on avait regardé ça. Les 4 défenseurs centraux sont en fin de contrat. Nahir a fait partie des noms cités par le président Legrand dans son point de mi-saison. Gomis à voir. Ryu, apparemment, ce serait en stand-by selon les informations du Télégramme. Et Le Monnier, point d'interrogation sur la suite des événements. Mais c'est vrai que l'avenir semble s'écrire avec Nahir. J'ai pas fait exprès pour la rime, mais c'est comme ça. Et surtout, Nahir, il illustre quelque chose qui est très très important et qui va peut-être devenir, et qui est peut-être déjà l'un des points forts de Guingamp, surtout dans cette période économique très précaire et fragile pour beaucoup de clubs, c'est l'école de la seconde chance. C'est-à-dire que Nahir, il est issu de la région parisienne. Il est parti ensuite à Toulouse faire sa formation. Il n'a pas réussi à passer en pro à Toulouse en Ligue 1. Et le voilà donc à Guingamp. Et cette histoire-là, Gaëtan, c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'autres aussi quand on regarde les feuilles de match d'en avant. Ouais, sur cette saison et sur un peu toute l'histoire de Guingamp. D'ailleurs, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Jean-Baptiste Lebescon, le directeur de l'académie, du centre de formation, qui est un peu à l'origine aussi de tout ça. Hein. Lui, il attache une grande importance à ce fonctionnement-là à Guingamp parce qu'il trouve que c'est adapté à Guingamp, cette seconde chance, cette post-formation. Et quand on regarde, c'est vrai, les feuilles de match actuelles, qui est issu de la post-formation Sohaib Nahir, oui. Hugo Picard, c'en est même un parce qu'il est formé à Nantes au départ. Il n'arrive qu'ici dans un second temps à Guingamp. Il arrive à 16 ans, je crois. Hein. 16 ans, ouais. Jacques Sioué. Marronnier, qui avait encore. J'en ai d'autres, Gendouz, Valenciennes. Gendouz, exact, ça fait 5. Au milieu, il me semblait qu'il y avait peut-être quelqu'un, Tousgar, c'en était un, il est parti en prêt, mais Tousgar qui a commencé aussi un peu avec les pros, c'en est un également. Donc là, on a déjà cité 6. On a peut-être oublié un ou deux autres, mais on a à peu près. Tu avais aussi l'exemple, et c'est alors je ne sais pas si c'est le précurseur de ce qui s'est passé actuellement, mais c'est vrai que c'est un cas que l'on a vu arriver, c'est Tristan Mouyumba. Parce que c'est vrai que notre première partie de Ligue 2, comme Guingamp était un relégué de Ligue 1, on arrosait un peu, on achetait des gros joueurs de Lens, de Grenoble, Gomis, Mchanga Maba et compagnie. Sauf que le train de vie s'est considérablement réduit à ce moment-là. Et que Mouyumba, en fait, il est arrivé un peu dans cette transition-là, entre les Mchangama, Pierrot et compagnie, parce que lui, il a été formé à Monaco, il a eu un parcours un petit peu cabossé ensuite, et c'est vraiment à Guingamp qu'il a trouvé de la stabilité et qu'il a pu éclore à ce niveau-là. Demouchi aussi, hein. Alors qui n'est pas complètement encore installé. Louvambo aussi est dans ce... C'est lui qu'on a oublié, bien sûr. Taylor Louvambo, c'est l'exemple parfait aussi, hein, passé par Nantes, et qui maintenant est en train de prendre une place totalement différente aussi à Guingamp. Alors je sais pas s'il faut dire de s'imposer ou de s'installer ou devenir un joueur qui compte. En tout cas, de devenir un joueur qui compte, qui joue, qui est décisif, qui a un vrai rôle dans cette équipe de Guingamp. Et c'est vrai que Mouyumba, c'était le premier de ce retour vers la post-formation, vers l'école de la seconde chance, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, le train de vie étant différent, ça s'était un peu arrêté. En début de Ligue 2, idem, mais Tristan Mouyumba, ça a été le point de départ. On retourne dans cette philosophie-là. Et depuis, il y en a qui sortent régulièrement de ce fonctionnement. Et Guingamp s'attache aujourd'hui à aller chercher des profils à droite à gauche pour de la post-formation. Des joueurs qui seraient pas passés dans un club, mais qui vont peut-être passer à Guingamp. Et on voit que ces joueurs-là font des carrières derrière qui sont tout à fait honnêtes. Hein. Donc il y a vraiment un vrai créneau à Guingamp là-dessus, qui est accentué, qui est choisi et qui fonctionne surtout. Ouais, et l'illustration donc c'est Sohaib Nahir. Alors il y en a qui dans ce championnat de Ligue 2 n'ont pas tout à fait ce même mode opératoire en termes de recrutement, et notamment
le Paris Football Club, qui a marqué l'actualité de la saison avec l'arrivée du groupe Red Bull, chapeauté par Jürgen Klopp, Mario Gomez aussi, que Guingamp avait affronté en Ligue Europa avec la Fiorentina. On se souvient encore de la photo de Benjamin Ongwa avec son pied au niveau des bijoux de famille de Mario Gomez, l'ancien attaquant du Bayern. Et donc le Paris FC qui s'est installé fort logiquement dans le haut de tableau, qui a eu un gros coup de mou durant l'automne et l'hiver, et qui, sur ces derniers matchs, en tout cas notamment le dernier, s'est peut-être relancé, Gaëtan. Ouais, ça souffle un peu le chaud et le froid quand même au Paris FC. Sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites, 2 victoires. Défaites, bon, à Lorient, ok, à Metz, ok, contre Martigues à domicile. Là, c'était un peu Ça, plus, c'est la grosse surprise, ouais, un peu plus embêtant pour eux. Mais c'est une équipe qui a un parcours un peu bizarre parce que ça a démarré par 3 victoires d'affilée en début de saison, 2 défaites derrière, bon, ok, 5 victoires de rang. Et là, on se dit, bon, ils sont presque intouchables. Il y a eu ensuite quelques nuls, etc. Et on arrive sur cette série où c'est un peu un coup sur deux. Un peu un coup sur deux, on jette la pièce et on voit ce qui se passe parce que c'est aussi bien le cas face aux équipes du haut de tableau que face aux équipes du bas, en tout cas Martigues, à domicile avec cette défaite-là. En tout cas, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Quand on pense à Crasso, quand on pense à Kebal, ouais. Gori qui avait marqué un seul but depuis le début de la saison, il en a mis 3 le week-end dernier face au Red Star, Kolo Djedzak derrière, Lopez, Marchetti, Thibaut De Smet qui est arrivé de Reims. Et qui a mis notre Godin dehors. Voilà, qui a mis Jules Godin un petit peu à l'écart du coup, puisque c'est le même poste. Julien Lopez, Pierre Vamel aussi qui est toujours là. Bon, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité, qui a un bilan à l'extérieur assez impressionnant. C'est la meilleure équipe à l'extérieur. En Ligue 2, 17 points en 10 matchs. 13 buts marqués, 8 encaissés. Donc c'est une équipe qui tourne bien à l'extérieur. Alors à la maison aussi, c'est 20 points, donc c'est pas mal. Hein, c'est comme Guingamp d'ailleurs. C'est un bon parcours également. Mais voilà, à l'extérieur, c'est une équipe qui gagne beaucoup. Donc pour Guingamp, ça va pas être simple. Mais en même temps, ces matchs-là, on l'avait dit lorsque Guingamp a reçu Dunkerque et s'est déplacé à Annecy, ça va aussi être un peu le révélateur de la deuxième partie de saison. Guingamp s'est raté sur la phase aller face aux adversaires du haut de tableau, alors, sauf Dunkerque qui a eu un point, mais défaite contre le PFC, contre Metz, contre Lorient, nul contre Annecy. Là, sur la phase retour, c'est victoire Annecy. On va voir ce qui va se passer sur la suite. Le PFC, il y aura Metz très vite aussi. Donc voilà, c'est un peu le révélateur qu'on attend face à cette équipe du Paris FC et celles qui suivront dans la foulée. Alors, révélateur, oui, je vais peut-être te contredire. Attention, au moment de grand choc en avant-match, un moment, on va pas être d'accord. Est-ce que tu peux être étalonné quand il te manque autant de joueurs? Est-ce que tu peux vraiment te dire... Ça fait partie de l'histoire d'une saison. Ouais. Peut-être que Guingamp jouera une équipe de Lorient amoindrie, une équipe de Metz amoindrie. Et si Guingamp gagne, on dira Guingamp a battu Metz. Bah oui, mais s'il manque. Ouais, mais tu vois, imagine que là, imagine pas de malheur, imagine, on perd 2-0 parce qu'on dit on n'avait pas les armes, machin. Il y a des gars qui reviennent contre Metz, et là, tu vois qu'on est plus au niveau, on fait un gros match, on fait match nul, on gagne. Tu te dis, bon, le PFC, voilà, c'était un instant T où personne n'était là, comme à Caen. Franchement, gagner à Caen, même si Caen est dans une spirale ultra négative, c'est quand même énorme ce qu'ils ont fait avec autant d'absents. Nos amis Guingampais, ils l'ont fait avec leurs armes, parce qu'on ne s'est quand même pas régalé sur cette rencontre-là. Il fallait l'état d'esprit qui est très force du moment, c'est bien. C'était très important de gagner ce match-là pour la forme du groupe. Donc voilà, on verra ce qui se passe, on verra si c'est un révélateur absolu, on se chamaillera. Absolu, non, de toute façon, ce ne sera pas absolu, parce qu'on se souvient que l'année dernière, Guingamp a pris 4 poins contre Auxerre, 4 points contre Saint-Etienne, par exemple, et Guingamp n'a jamais réussi à accrocher le top 5. Donc pas absolu, mais par rapport à ce qu'on a vu sur la phase allée, on attend de ces matchs-là maintenant un petit plus. C'est vrai qu'il manque du monde. Mais ça, c'est les aléas d'une saison, ça en fait partie, on n'est pas à l'abri que d'autres équipes et aussi des absents prochainement. Bon, il faut savoir répondre. Ça serait bien que ça arrive aussi aux autres, quoi, parce que on dérange. Bon. Dérange. mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est vrai que généralement, pour qu'une saison se passe très bien, et l'exemple numéro 1 en Ligue 1 l'année dernière, c'était Brest, ils ont fait une saison incroyable, mais ils n'ont pas eu de blessés du tout, suspension très peu. Il faut vraiment que tout s'aligne parfaitement, que tout soit coordonné, millimétré comme du papier à musique, quoi, réglé comme ça. Et là, c'est vrai qu'à Guingamp, c'est un peu plus compliqué en termes de blessures, suspension aussi. Bon, on verra ce que ça donnera, mais on verra ce que cette équipe sera capable de faire avec les forces du moment.
C'est vrai que quand tu as ta force majeure qui manque, tu sais jamais trop. On se souvient que 2002-2003, Drogba est pas là sur un mois, on perd tous les matchs. Ouais. 2012-2013, alors espérons que c'est un signe, mais c'est également au cœur de l'hiver, en janvier, où tu as une pénurie absolue de défenseurs, où je crois qu'au Havre, on joue avec Matisse, arrière droit, où Ouais, Kerbrat ouais. est essayé pour une des premières fois en défenseur central, parce que Cerdan se fait les croisés au Havre, où il y a Paya Tabaré qui s'est blessé alors qu'il doit partir à la CAN. Enfin, il y a eu un truc comme ça aussi dans cet hiver-là. Tant que c'est ponctuel, ça va. Maintenant, voilà, c'est cool d'avoir des Et Guingamp retours. avait réussi, par exemple, tu parlais du match du Havre, le Ouais. Havre qui était une équipe plutôt bien placée de Ligue 2 aussi, Et Guingamp avait Mendy et réussi à les gagner Varese, devant. t'imagines? Ouais, Marez, Benjamin Mendy, ouais. ouais, Benjamin Mendy. Et Guingamp avait réussi, voilà, malgré les contre-indications, un petit peu, les vents Mm. contraires en tout cas, à ce moment-là, à gagner ces matchs. Alors, il y a eu quelques défaites à l'extérieur, Châteauroux, Laval notamment, mais bon, il y avait eu au cœur de l'hiver la victoire aussi face à Angers, par exemple, qui était un concurrent à la Mm. montée. Il y avait eu d'autres matchs comme ça. Il faut, pour résister, rester dans ce top 5, ben, il faut lutter face à ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident, hein. Je pense que l'équipe d'en avant, déjà, elle est au max un peu de ce qu'elle peut faire. Je pense que là, waouh, tout le monde est un peu à Au son maximum. taquet. Ouais. Enfin voilà, on sent que les gars, ça se donne énormément, quoi. Mm. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, mais il y a des matchs où peut-être Guingamp sera pas très beau, mais pourra réussir à être efficace quand même. On verra si c'est le cas face au Comme à PS. Caen. Comme Comme à à- Caen. Ligue 2, des nouvelles de ce championnat avant cette nouvelle journée. Vous le savez, c'est présenté par notre Pierre Junior préféré. C'est parti pour un nouveau week-end Ligue 2 et voici justement le programme de cette 21e journée avec ce vendredi soir Amiens qui défie Annecy, Bastia reçoit Metz, duel entre Clermont et Ajaccio, Dunkerque accueille la Lanterne Rouge, le FC Martigues, Grenoble affronte Rodez et enfin Pau reçoit Laval. Et pour lancer le mois de février, le lendemain, on retrouvera un duel breton-francilien avec à 14h le Red Star face à Lorient et à 20h Guingamp face au Paris FC. Et on n'oublie pas évidemment le match entre Troyes et Caen à 14h. Petit point mercato dans cet instant Ligue 2, car oui, le mercato hivernal touche bientôt à sa fin. Et il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en Ligue 2. On peut tout de même parler du rebond de Victor Lobry, lui qui était sans club depuis son départ de AG il y a 6 mois, qui s'est engagé avec l'Amiens SC pour 18 mois avec le club Picard. Autre transfert récent aussi en Ligue 2, l'ancien attaquant nantais Kader Bamba s'est engagé avec le Clermont Foot. Côté Canet également, il y a eu du mouvement avec l'arrivée de l'ancien Nîmois Yacine Benraou qui arrive sous la forme d'un prêt, et on peut aussi parler du retour en Ligue 2 de Théo Pelnard, l'ancien de l'AJ Auxerre avec qui il a passé plus de 4 saisons, s'est engagé avec le Stade Lavallois pour 2 saisons et demie. Et on termine cette rubrique Ligue 2 par un très rapide coup d'œil sur le bas du classement, puisque ça se complique pour les deux derniers du championnat. Caen qui n'a plus gagné en Ligue 2 depuis le 2 novembre et Martigues qui a tout de même réussi à gagner le week-end dernier. Ces deux équipes qui sont désormais à 6 points du barragiste Ajaccio et qui vont donc vouloir à tout prix s'imposer ce week-end. Encore de belles affiches donc et des enjeux importants en cette 21e journée de Ligue 2 et ça démarre dès ce soir. Passons maintenant à un doux souvenir. Un doux souvenir. J'ai adoré la com de Toulouse qui est souvent très bonne, sauf 2-3 exceptions près. Où je crois qu'ils ont dit rendez-vous avec une ex ou un truc comme ça, les retrouvailles, 16 ans, c'était 16 ans? Non, 15 ans? Oh, je sais 16, plus. 16, 16. 16 ans, mon 19. Dieu. 16 ans après ce fameux jour d'avril 2009, cette demi-finale, Toulouse-Guingamp, revival au stadium, c'est toi qui y seras, Gaëtan. Voilà, quel est l'état d'esprit? On a vraiment l'impression là que ouais, c'est un super challenge parce que tu perds, tu es Ouais, à l'extérieur chez une Ligue 1, voilà. parce qu'on Tu a gagnes, ça devient une épopée. Ouais, c'est ça, parce que tu arriveras en quart de finale. Et pour que le parcours soit. Alors, je trouve qu'il est déjà beau, c'est plutôt pas mal.
pour que ce soit vraiment, je trouve, en tout cas de mon point de vue, un parcours vraiment réussi, faut battre une Ligue 1. Quand tu as battu une Ligue 1, alors que ce soit à domicile à l'extérieur, quand tu as battu une Ligue 1, bon, tu as passé plusieurs tours, tu te dis, voilà, on a fait quelque chose de vraiment honnête. Et là, voilà, alors si Guingamp perd, il n'y aura pas de scandale, effectivement, la logique sera respectée, ok. C'est vrai que si tu arrives à battre, Toulouse, ça voudrait dire que tu auras battu Caen, une Ligue 2, Toulouse, une Ligue 1, 3 équipes hiérarchiquement inférieures aussi. Tu seras arrivé en quart de finale. Bon, le parcours, il aura quand même un peu de gueule, quoi. Donc, disons-le, mais bien sûr. C'est vrai que les derniers gros parcours qu'on a fait en coupe, 2014 victoire, 2015 demi, 2017 demi, tu bats quasiment que des adversaires inférieurs. En même temps, ces années-là, tu étais en Ligue 1. Ouais, mais même. Donc, déjà, tu ne pouvais pas taper d'équipes hiérarchiquement supérieures. Ça, déjà. Oui, et tu rentrais contre 32e. Dès qu'on jouait contre des équipes de notre niveau ou autre, on perdait. Et d'ailleurs, petite colle. 2014. Oui, petite colle. Tu as 30 secondes. Ouais. À part Toulouse 2009, retrouve-moi une victoire de Guingamp à l'extérieur en Coupe de France chez une Ligue 1. Ah là là. 30 secondes, j'ai ma montre. Ouais, non, je l'aurais pas là à l'extérieur. Tac, 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 tac. C'était forcément avant. Je me demande, c'est pas avant le 21e siècle, hein, d'ailleurs. Tu veux que je te dise? Je dirais à Paris? Non, on n'a pas gagné à Paris. Tu veux que je t'arrête là? Vas-y. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ah bah voilà. Il y en a une seule. Il y a eu en Coupe de la Ligue, beaucoup. Ouais. Notamment au PSG, la dernière fois en date. Oui, c'est ça, ouais, mais il n'y a pas eu. Mais ouais. Coupe de France. Alors, peut-être que si vous entendez ça et que vous avez l'exemple, vous me dites, Pierrot en 82, enfin non, non. J'ai retrouvé ça sur des archives d'une expo qu'on avait fait pour les 10 ans de la Coupe à Radio Bonheur. Et en fait, tu te rappelles, il y avait les maillots du match de Toulouse. Ouais. Et il y avait à chaque fois une stat ou une curiosité par match. Et là, si je ne m'étais pas trompé, il y avait marqué cette victoire à Toulouse est la seule de Guingamp à l'extérieur chez une Ligue 1 en Coupe de France. Comme quoi, on avait bien choisi notre truc. On en a battu beaucoup à domicile, mais à l'extérieur, ça n'est jamais arrivé. Et donc, on va vous proposer. Il cherche encore. Mais si tu trouves. Non, je cherche pas, mais du coup, je dis, ouais, tiens, c'est dingo. C'est fait pour que ça passe mercredi, quoi. Eh ben voilà, ça sera à toi de jouer. Mais par contre, il n'y a plus la grille Victor Svinka. Ça a été. J'ai été effondré au moment de revenir après la rénovation du stadium pour l'Euro 2016. Quand il y a eu rénovation, ils ont enlevé les grilles. Terrible. On aurait dû la garder. Essayer de la retrouver dans les coulisses, peut-être qu'elle est quelque part. Ouais, va dans les coursives. C'est pas mal. Donc, nous vous proposons, pour bien vous projeter vers le match de mercredi, les premières minutes d'un podcast qu'on va vous mettre en intégralité en début de semaine prochaine. On l'avait réalisé en 2019 pour les 10 ans de la Coupe de France 2009, époque Radio Bonheur donc. Et on était avec toi, Gaëtan, et également avec Yves Deroff et Badar Hassen, ainsi que notre copain Alex qui lui était au match en tant que supporter. Voici les premières minutes. Avant toute chose, messieurs, est-ce que vous vous rappelez de la personne responsable de ce tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France? Qui avait tiré au sort les demi-finales? Alors là, pour moi, aucune idée. C'était pas une Miss France ou quelque chose non, comme ça? Non, Alex, on en parle parfois dans nos innombrables dîners d'après-match. Samir Nasri. C'est Samir Nasri qui avait fait le tirage au sort de ces demi-finales où il y avait, on le rappelle, Grenoble-Rennes et Toulouse-Guingamp. C'était le dimanche 22 mars, pile un mois avant. Le soir même, Toulouse cartonne Paris 4-1. Toulouse était 4e de Ligue 1. Yves, est-ce que tu te souviens de ta réaction après le tirage au sort quand vous êtes dit « Ah ouais, quand même, c'était presque le pire tirage possible sur le papier ». C'est vrai que cette saison-là, Toulouse était vraiment dans une très grosse dynamique et faisait une très très belle saison. Donc il est certain qu'on partait vraiment outsider par rapport à ce tirage-là, quoi. Alors on va se plonger tout de suite dans cette demi-finale. On rappelle le contexte de l'époque. Guingamp est 11e de Ligue 2. Et clairement, Yves, arrête-moi si je me trompe, on avait senti que depuis quelques semaines en avant était obnubilé par la coupe, le maintien étant quasiment acquis en championnat. Est-ce que je me trompe? En fin de compte, c'est quasiment acquis si on veut, parce qu'en fin de compte, je me rappelle une petite anecdote après la finale, quand on était sur la péniche là, que on n'était pas serein encore complètement parce que c'était pas tout à fait fait, mais
disons que c'est vrai que ce parcours en Coupe de France et cette possibilité d'arriver du coup en finale, de jouer cette demi-finale était vraiment, c'est sûr que ça te pompe de l'énergie au niveau mental, et donc tu es un peu plus orienté, pas concentré, mais orienté vers ces matchs-là, oui. Ouais, parce qu'il y avait un mois vraiment entre le tirage au sort et Tout à fait. la demi-finale. Messieurs, Gaëtan et Alex, alors vous étiez supporters à cette époque-là. Quel était votre sentiment après ce petit coup de massue qu'on avait eu quand même? Bah, disons qu'on tirait le Toulouse vraiment, je pense que c'est le Toulouse, le meilleur Toulouse des 10 dernières années, et qui avait surtout André-Pierre Gignac qui cartonnait, mais but sur but cette année-là. Et c'était pour nous, comme tu disais Pierre, presque le pire tirage, surtout que c'était à l'extérieur en plus. Donc on se disait que c'était dommage après les exploits d'avoir gagné à Sedan, qui était l'une de nos bêtes noires, d'être encore à l'extérieur, en plus contre une équipe en super forme cette année-là. Moi, je m'étais dit quasiment, c'est la fin, quoi. Alex, c'était le même sentiment? Ouais, Gaëtan a tout résumé. Après avoir éliminé Sedan à Sedan, c'était déjà presque un petit exploit. Devoir se taper Toulouse à domicile, donc chez lui au Stadium, vu le niveau de Toulouse cette saison-là, ouais, c'était le pire tirage, hein, forcément. On aurait préféré recevoir Grenoble, hein, c'était le tirage favorable pour nous. Mais non, voilà, il fallait se déplacer à Toulouse. Et je sais pas pourquoi, je vais peut-être prendre tout le monde à contre-pied, mais moi, c'est vrai que j'ai eu le coup de massue pendant 10 secondes, et puis j'avais réfléchi et je me suis dit, ouais, mais là, on avait quand même une équipe qui jouait au foot à cette époque-là. Et Toulouse, c'était un beau terrain, c'était une équipe de Ligue 1 qui laissait plus d'espace. Alors c'est très facile, je sais, de le dire 10 ans après, mais j'avais une intuition personnellement sur ce match-là, connaissant en plus le parcours de l'équipe qui se transcendait. On en parlait lors du podcast précédent, les amis, que cette équipe-là se transcendait contre des équipes de Ligue 1. Il y avait un petit coup à faire. Toulouse, on en parle un petit peu, qui était à la recherche de sa première finale depuis 52 ans en Coupe de France, 5e de Ligue 1 au moment de la rencontre. C'était donc presque le gros favori qui se présentait. Et messieurs, premier petit quiz, est-ce que quelqu'un est capable, ou alors vous y mettez à 3, de nous ressortir la compo de Toulouse ce soir-là, les 11 joueurs de Toulouse ce soir-là au Stadium? Dans les buts déjà, Carasso, sûr. Voilà. Il y en a un. Étienne Didot. Étienne Didot, en voilà deux. Mansaré, parce que je l'ai chargé, donc je sais qu'il était là. Voilà. Braten. Oui. Cyriac. Gignac, c'est bon. Okay. Vous avez pas Mathieu. Jérémy Mathieu, exactement. Yves, il ne cite que les joueurs qui étaient dans son couloir, c'est très bien. Normal. Oui, c'est bien, pas de mémoire. Et Bondo, peut-être? Non. Il vous manque 3 défenseurs et un milieu. Capou. Oui. Étienne Capou. Je crois qu'il y avait... Attends. Seto, il n'y avait pas Seto? Exactement, Mauro Seto. Mauro Seto, que j'ai connu à Nantes. Donc, Et les deux autres, il y en a un qui est encore en activité. Alors, il y en a un, je sais pas du tout où il est, mais il y en a un qui joue à Montpellier encore cette saison. Congré. Daniel Congré. Ouais. Et l'autre, c'est Fofana. Voilà. Fofana, et était entré en jeu Moussa Sissoko, Xavier Pentecôte et Alexandre Bonnet. Éternel Toulouse-Guingamp. Ne ratez pas, notamment les moments où Badar Hassen raconte son but fabuleux. D'ailleurs, je crois que ça sera un thème, c'est Toulouse-Guingamp, du quiz qui arrive. Oui. En tout cas, ça va en faire sacrément partie. Il y aura un thème Toulouse et il y aura du Toulouse dans d'autres thèmes. Voilà. Donc bon, vous allez être bercé pas mal par le TFC. Steven face à Emeric. 11e participation pour Steven qui reste sur 10 victoires. Qu'est-ce que ça va donner? On regarde ça tout de suite. Et puis Pierre, on te retrouve évidemment pour Guingamp Paris FC samedi. Avec plaisir. Salut. La dernière partie de l'émission, bien sûr, le quiz avec Steven. 10 victoires au compteur, c'est sa 11e participation face à Emeric aujourd'hui. Salut Steven. Salut Gaëtan, salut Emeric. Salut Emeric qui nous rejoint aujourd'hui pour ce quiz. Tu vas bien?
Salut à tous les deux. Ouais, je me sens un peu comme le petit poussé en Coupe de France qui se déplace au Paris Saint-Germain. Le petit pousset peut parfois créer la sensation. Ouais. Attention, Emeric, supporter d'en avant depuis bien longtemps aussi. Ouais, depuis toujours, et depuis que je suis en âge de supporter une équipe. Ouais. Et impliqué dans les calonnes, en tout cas fut un temps, pendant quelques années. Ouais, jusque fin 2023, et mon mandat s'est terminé à ce moment-là, donc j'ai passé le relais. Voilà, passer le relais. Maintenant, tu as du temps donc pour le quiz. Tu as eu le temps de réviser pendant 2 ans, ou presque, pour te tester ce soir face à Steven. Comme d'habitude, une question toss qui va permettre de vous départager. Le plus proche aura la main pour choisir son thème sur la manche coup franc, hein, comme chaque semaine. La question toss, la voici. Dans son histoire, combien de matchs Guingamp a joué en Ligue 1? Le plus proche aura la main. Emeric, Steven. Steven. Vas-y. 350. 350, Emeric. 420. 420, et bien c'est 482. Donc c'est Emeric qui aura la main pour choisir son thème sur la manche coup franc. La manche coup franc, premier thème, Sohaib Nahir. Deuxième thème, Toulouse-Guingamp 2008-2009. Voilà les 2 thèmes en prévision évidemment du 8e de finale qui amènera Guingamp à Toulouse en Coupe de France. Sohaib Nahir ou Toulouse-Guingamp? Je vais prendre Toulouse-Guingamp. Toulouse-Guingamp, hein. On va faire appel à un peu de mémoire, alors revenir 16 ans en arrière déjà. Première question sur ce thème Toulouse-Guingamp 2008-2009. Guingamp qui retournera donc au Stadium en Coupe la semaine prochaine. Lors de ce match-là, qui avait fait la passe décisive à Eduardo sur l'ouverture du score, sur le but du 1-0? Si c'est réponse directe, tu donnes la réponse, tu as 2 points. Indirect, proposition et 1 point en cas de bonne réponse. Direct. Vas-y. Bako Koné. Bonne réponse. Bako Koné sur une touche de Felipe, tête de Koné pour Eduardo. Et ça te fait déjà 2 points. 2-0 d'entrée. On prend ce scénario pour Guingamp, évidemment, la semaine prochaine. Deuxième question. Quel geste vaut une exclusion au coach Victor Zvinka? Je crois Pardon, coup franc direct. Je crois qu'il met 0 avec son doigt en direction de c'est ça. Il mime 0 à l'arbitre. Et ça lui vaut le carton rouge. Victor Zvinka, ouais, c'est vrai que l'arbitre avait eu un match compliqué. Il l'avait reconnu après, d'ailleurs, l'arbitre quelques semaines plus tard, Eric Poula. Et Victor Zvinka, voilà, avait un petit peu dépassé les bornes au goût de l'arbitre ce soir-là, mais il avait été expulsé. Et on se souvient de la scène mythique, évidemment, sur la grille lors du but du 2-1. Ce match-là, qui se termine avec évidemment la liesse dans les dernières minutes, qui est le dernier Guingampais à entrer en jeu lors de cette rencontre? Direct ou indirect? Je vais tenter le direct parce que je ne suis pas sûr que les possibilités m'aideraient. Je vais dire Badar Hassen. Non, ce n'est pas Badar Hassen. Ce n'est pas Badar Hassen, c'était Jean-Christophe Vergerolles qui était le dernier à entrer. Sen était entré juste avant, 1 minute avant, mais c'était Jean-Christophe Vergerolles, le dernier à entrer en jeu sur ce Toulouse-Guingamp mémorable, évidemment, de 2008-2009, la demi-finale. 4 points à l'issue de cette première manche. C'est une très bonne première manche pour toi, Emeric. Steven, donc, tu vas avoir le thème Sohaib Nahir. Ça te va? Ça t'inspire? Assez intriguant. Ouais, c'est ça, intriguant. C'est mystérieux. Bon, en tout cas, ça va faire appel à une mémoire beaucoup plus récente. Pour le coup, concernant Sohaib Nahir, défenseur d'en avant qui enchaîne les belles prestations au cœur de la charnière centrale. Quel était son club précédent à Sohaib Nahir avant de rejoindre Guingamp? Direct ou indirect? Indirect. Le Mans, Toulouse ou Montpellier? Le Mans. Non, c'était Toulouse. Toulouse, il fait partie des 3 Guingampais qui vont retrouver Toulouse en Coupe de France, puisqu'il y a aussi Ryan Tousgar, passé par le centre de formation là-bas, et Khalidou Sidibé, qui a joué en professionnel avec le TFC. Vendredi soir, alors là c'est extrêmement récent, avec qui Sohaib Nahir s'est-il présenté en zone mixte à notre micro? Direct ou indirect? Si tu as vu la vidéo, ça va être facile. Non. Donc indirect. Indirect, Khalidou Sidibé, Sabri Gendouz ou Thierry Godam? Sidibé.
Non, il a souvent fait l'avant-match avec Sidibé. C'était avec Thierry Godin sur le match de Caen vendredi soir. Allez, troisième question pour te lancer dans ce quiz et revenir à 4-1 ou 4-2. Pour quel grand rendez-vous de la saison 2023-2024, l'année dernière donc, à Roudourou, Sohaib Nahir a-t-il connu sa première apparition sur le banc? Direct ou indirect? Enfin, direct, avec le derby contre Concarneau. Et le derby contre Concarneau. Alors, il y avait en effet une histoire de derby, mais non, ce n'est pas celui-là. C'était l'autre derby, le derby face au Stade Rennais. En Coupe de France, il était présent sur le banc. Il n'était pas entré en jeu d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas joué de match en fait avant cette saison-ci. Mais il était présent sur non c'est ça. Oui. Il était présent sur le banc contre Concarneau, mais au retour et pas à l'aller. Donc c'est bien face au Stade Rennais à l'aller qu'il avait connu son premier banc de touche avec les professionnels, Sohaib Nahir. Bon. 4-0, c'est assez inhabituel, hein, Steven. Une première manche comme celle-là, c'était intriguant. Ça n'a pas vraiment marché, mais tu sais évidemment qu'il y a de quoi rattraper le coup sur les deux autres manches qu'il reste dans ce quiz. Les deux autres manches, la suivante, ce sont les CV. Je vais vous lister une liste de joueurs. Il va falloir trouver de qui il s'agit. Vous pouvez évidemment, en plein milieu de la liste, me couper si vous avez la bonne réponse. Vous dites votre prénom et la réponse qui va avec. Le premier CV qui est à retrouver, le voici. Sochaux, Guingamp, Le Mans, Sochaux. Ensuite, c'est plein de clubs suisses. Halle, Delémont, Laufen, Port-Rentruy. Emeric. Oui. Badar Hassen. Badar Hassen, bonne réponse. Badar Hassen qui a fait beaucoup de clubs en Suisse après son passage à Guingamp, mais qui était retourné à Sochaux, Le Mans aussi, donc un passage là-bas. Évidemment, le buteur en demi-finale de Coupe de France 2009. Steven sur le grill, 5-0, 4 plus 1, ça fait 5. Il te reste encore évidemment ça, plus la dernière manche. Deuxième CV, Maubeuge, Valenciennes, Guingamp, Lens, Toulouse, Rennes, Grenoble, Boulogne-sur-Mer. Emeric. Oui. Daniel Morera. Daniel Morera, bonne réponse, oui. Ancien attaquant d'en avant, fin 90, passé par Rennes aussi, le voisin, où il n'a jamais marqué d'ailleurs avec le Stade Rennais. Daniel Morera, il est à fond là. Emeric, il reste un CV à trouver avant la dernière manche. Le troisième CV. Podorica, Kula, Partizan Belgrade, Bordeaux, Partizan Belgrade, Sochaux, Bastia, Guingamp, Istres, Partizan Belgrade. Steven. Oui. Christophe Mélin. Non, ce n'est pas Christophe Mélin. C'est vrai qu'il y avait le Bastia Guingamp qui pouvait mettre sur cette piste. Est-ce qu'il y a une idée du côté d'Emeric? Je redonne la liste des clubs. Podorica, Kula, Partizan Belgrade, Bordeaux, Partizan Belgrade, Sochaux, Bastia, Guingamp, Istres, Partizan Belgrade. Non. Non. On jette. 3, 2, 1. C'était Nisa Savelic, ancien milieu de terrain d'en avant en 2003-2004. Il est aujourd'hui dirigeant d'ailleurs au FC Martigues. Savelic, club de Ligue 2, bien sûr, Martigues, avec en avant. Ça fait donc 6-0 à l'issue de cette deuxième manche. Mais la troisième va pouvoir peut-être tout changer. En tout cas, elle te laisse de l'espoir, Steven. Il va falloir retrouver 2 compositions d'équipe en totalité. C'est 1 point par joueur. Ça fait donc 11 points à distribuer pour l'un et pour l'autre. Et donc, tu comprends qu'à 6-0, 11 points, ça peut te permettre de rattraper et même de passer devant ton adversaire du soir qui te donne du fil à retordre. Mais c'est Emeric qui a la main puisqu'il a gagné le toss. Il va falloir retrouver des 11 entre Guingamp et le Paris FC. Soit le Guingamp Paris FC de 2010-2011, soit Guingamp Paris FC de 2020-2021. Lequel tu choisis, Emeric? Je vais prendre 2010-2011. 2010-2011.
Alors, pendant ce temps-là, évidemment, Steven, tu vas pouvoir commencer à te faire travailler ta mémoire pour le 2020-2021. Aymeric, c'est parti pour le 11. Dès qu'il y a une mauvaise réponse, évidemment, ça s'arrête et on passe à Steven. Là, en attendant, tu as la main pour breaker totalement. Ok. Matisse. Matisse, c'est bon. Basila. Basila, c'est bon. Koné. Koné, bonne réponse. Ringayan. Oui, Ringayan était là aussi. Diallo. C'est pas bon. C'est pas bon. 6 et 4, ça te fait 10. 10, tu comprends, Steven, qu'évidemment, avec un sans faute, tu passeras devant Aymeric et tu gagneras ce quiz, une 11e victoire. Il y avait dans ce 11, en plus des 4 que tu as cités, Mamadou Samassa dans le but, Dorian Lévesque, latéral gauche, ailier droit, Charlie Charrier, ailier gauche, Thibaut Giresse, évidemment, François Bélugou dans l'axe avec Lionel Matisse et non Moustapha Diallo. C'était le petit piège d'ailleurs d'avoir François Bélugou qui avait assez peu joué cette saison-là, puis qui a fini son passage à Guingamp en défense centrale. Et devant les deux buteurs du soir, Mohamed Soli et Mathieu Scarpelli. 2020-2021, Steven, la pression, mais tout reste possible. Aymeric te laisse une cartouche. On y va pour ce 11 2020-2021, Steven. Mergem, c'est pas bon. Eh ben ouais. C'est pas bon. Bon, bah là, l'aventure s'arrête de manière brutale, hein, Steven, ce soir. Ouais. 10 à 0. Alors, je vais te dire un petit peu qui il y avait. Il y avait Basilio dans le but, Melo, Sampaio, Romao et Niakate, latéral gauche. C'était le petit piège aussi, Niakate, dans une position inhabituelle, le défenseur central. Changama, Piri et Ba au milieu. Ntep, Pierrot et Rodelin qui étaient devant, mais pas de Mehdi Mergem, qui d'ailleurs cette saison-là était prêté à Nancy. Il ne jouait pas à Guingamp cette saison-là, il avait été prêté à Nancy, il s'était fait les croisés du côté de la Lorraine. Bravo Aymeric, parce que détrôner Steven, c'était pas facile. Hein. Ouais, bravo à toi. Poussé, alors. Ouais, ben c'est ça. Et en tout cas, Steven, bravo aussi à toi parce que durer 10 émissions de rente et pour l'instant le recordman des quiz en avant-match à la Guingampaise. Tu vas recevoir les cadeaux évidemment qui te sont dus après toutes ces victoires. Je sais plus comment on avait répertorié. Je crois que c'est 2 ou 3 cadeaux que tu as le droit. On va te recontacter dans les jours prochains évidemment pour t'offrir tout ça. Et puis Aymeric, on te dit alors, non pas la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas dans l'avant-match avec l'enchaînement Coupe-Championnat, mais dans 2 semaines pour, avant la réception de Metz, remettre ton titre en jeu. Avec plaisir, et bravo à Steven pour le parcours. Bravo à Steven, bravo à tous les deux. Belle soirée à tous les deux. Ciao. Au revoir.